Professeur de criminologie et spécialiste défense et sécurité, Alain Boer est mon invité. Tu ne tueras point. Violence, notre vie en insécurité, publié chez Fayard dans la collection Choses vues. Alain Boer, c'est vrai que l'insécurité explose en France. Les chiffres le disent. Alors l'insécurité, je ne sais pas. La violence, oui, puisque nous avons un indicateur fiable. La plupart des autres ne le sont pas. L'appareil statistique français, comme la plupart des appareils statistiques, ont un avantage, ils existent, et trois défauts, ils sont partiels, parcellaires et partiaux. Mais à l'intérieur de tout ça, on a un indicateur fiable, ce sont les homicides et les tentatives d'homicide. Ce sont des indicateurs parce qu'il y a des victimes et qui montrent une forte progression. Après une forte régression, nous avons civilisé le crime pendant presque 5 siècles. Nous sommes passés de 150 homicides pour 100 000 habitants à moins de 2, quasiment 1, quelque chose. Mais il y a une reprise technique depuis une vingtaine d'années qui a tendance, 1, à s'accélérer, 2, à s'accentuer, 3, à s'intensifier. Dans un premier temps, on ne l'a pas regardé. Dans un deuxième temps, on a cru que c'était un effet statistique dû aux attentats. Et puis là, on découvre qu'en fait, en réalité, la violence physique, l'élément le plus perceptible de la violence, dans un dispositif où tu ne tueras point est un commandement immémoriel et qui n'est pas propre seulement aux chrétiens, mais à peu près à tous les interdits, les tabous et les péchés, le meurtre, l'assassinat et l'homicide ne sont pas bien vus, eh bien là, il y a une forte dégradation. Et cette dégradation s'est accentuée au cours des 20 dernières années, et encore plus depuis le confinement, confinement compris. Confinement compris, et ça c'est très étonnant. Pendant le confinement, eh bien, on avait encore une accentuation de ces faits de violence. Alors à la fois du fait du confinement, parce qu'on ne se supportait plus à l'intérieur, mais aussi parce que une partie des trafics, une partie des interdits, une partie du contournement de ce qui était autorisé a généré des confrontations importantes de contrôle de territoire extérieur pour mieux contrôler aussi les flux, les réseaux et surtout l'étalement invraisemblable, extraordinairement rapide et très développé des trafics de stupéfiants, notamment sur des territoires inattendus, les villes, les agglos, mais maintenant les villes, les banlieues, les agglos et maintenant les petites et moyennes villes, à tel point même qu'on découvre des villes criminelles, des villes contrôlées par le crime, où le crime règne en maître, dans des espaces inattendus. Récemment, on voyait à quel point la ville de Valence, par exemple, était touchée par un contrôle criminel très important. Nous avons autour de nous des pays qui sont en train de devenir des narco-États, un peu la Belgique, beaucoup les Pays-Bas, un peu la frontière espagnole. Et donc, nous sommes de plus en plus impressionnés par la quantité de violence que la régulation du crime impose à la société, victimes collatérales, contrôle social, contrôle des territoires, contrôle des cages d'escalier, gestion du deal, évidemment concurrence. En fait, le crime, c'est un animal économique qui fonctionne selon les règles les plus absolues de l'économie de marché. Intégration horizontale, intégration verticale, investissement dans la recherche et développement, petite incentive pour le petit personnel. La gestion de la concurrence est beaucoup plus définitive que dans le commerce traditionnel. Donc si vous cumulez tout cela, la violence sociale, la violence sociétale, le rejet des institutions qui, s'étant retirées, ne peuvent plus meubler le vide, et la nature ayant horreur du vide. La police. Mais tous nos services publics sont en crise en même temps. L'instruction publique devenue éducation nationale, la santé publique, on l'a vu depuis le Covid et encore aujourd'hui, la gestion des services d'urgence est une honte, et pour les personnels et pour les malades. On sent bien qu'il y a une désorganisation, une déstructuration, une liquidation du service public. C'est un acte volontaire qui a été fait pour des raisons économiques, financières, comptables, essentiellement comptable, et la feuille Excel, ça ne remplace pas une infirmière, ça ne remplace pas un policier, ça ne remplace pas un instituteur. Or, l'État en France, il a construit la nation. C'est quasiment un fait unique. Dans tous les autres pays, la nation a construit un État. La situation est plutôt fédérale, décentralisée. On est à portée d'engueulade ou dite de baffe pour gérer des services immédiats rendus à la population. Pas en France. En France, l'État a dit « je fais tout, je vous protège et en échange, vous me reconnaissez comme le seul instrument de la légitimité ». Et ça, l'État est failli là-dessus, il ne le fait plus. Il s'est retiré. Non, il protège les institutions, encore pas trop mal. Bon, il a sous-traité les frontières,
il a sous-traité la monnaie, il n'a commencé à gérer l'homicide qu'au moment de la lutte contre le duel, parce que le roi était le seul à avoir le droit de vie et de mort sur ces sujets. Heureusement, nous sommes devenus des citoyens, mais l'État qui était omniprésent a commencé à se retirer, à sous-traiter, à n'être plus qu'un État de projection. On l'a vu par exemple pour nos armées qui sont devenues à la fois des petites armées de projection à l'extérieur qui ont un peu de tout et beaucoup de rien et qui sont aujourd'hui un petit morceau capable de défendre pendant quelques jours et dans des conditions très limitées et sur un territoire très réduit, oui, le territoire national. Donc peu à peu, nous avons liquidé le service public au nom de la globalisation heureuse. Est-ce que la répression insuffisante, supposée insuffisante, est une des explications de cette explosion de violence? Alors, c'est pas seulement la répression, parce que ça peut être aussi de la prévention, de la dissuasion, de la sanction adaptée, de la répression. D'ailleurs, on réprime beaucoup, les prisons sont pleines, les magistrats punissent pour des peines de plus en plus longues, des personnes de plus en plus jeunes, pour des actes de plus en plus graves, mais avec un délai de réactivité entre le fait générateur immédiat et la réponse pénale finale qui est invraisemblablement long, avec des moyens très faibles, des magistrats submergés, une administration pénitentiaire à l'os. Bref, nous avons liquidé la réponse publique dans un État qui, faisant tout, ne laisse aucun espace à d'autres pour le faire, puis explique que ce serait bien si quelqu'un le faisait, sauf que le quelqu'un n'a jamais existé, puisque cette idée qu'il y aurait un partage des rôles est devenue récente, que ça relève de l'affirmation, je dirais quasiment de l'incantation, de l'imprécation, de la lamentation, bref, de tout ce que vous voulez, mais pas de l'organisation structurée d'une réponse publique fiable, l'État se retirant, le crime occupe l'espace que l'État lui laisse, et par ailleurs, quand vous n'avez pas la garantie qu'un service de médiation, d'intervention, de répression, de sanction fonctionne, vous réglez vos comptes vous-même, les criminels d'un côté et les individus ordinaires de l'autre. Et vous le voyez dans un troisième indicateur, les coups et blessures volontaires. Donc c'est un indicateur fiable, c'est quand vous recevez des coups. Et quand vous recevez des coups, eh bien, vous vous faites soigner. En tout cas, vous avez des éléments qui vous permettent de vérifier l'augmentation. Et là aussi, l'augmentation de la violence par coups et blessures volontaires est extrêmement considérable. En fait, au cours des 20-30 dernières années, parfois même 15 années, on a augmenté entre 50 et 100% l'ensemble des indicateurs de violence pure. Et c'est ça qui est l'élément le plus impressionnant. Alors que nous avions civilisé la violence, nous sommes en train de perdre le combat, le contrôle de la violence légitime, puisqu'on critique beaucoup les policiers pour leurs excès, en tout cas certains d'entre eux, et violences illégitimes, celles qui sont émises dans tous les secteurs de la société, y compris contre des infirmiers, des instituteurs, des policiers, des gendarmes, des professeurs, comme expression de son désarroi, de son désagrément, de son énervement. Bref, on ne se parle plus, on se baffe au mieux. On va parler des causes possibles, mais derrière ça, on se dit au fond, il y a une tolérance, une acceptation de cette violence. Au fond, ce qui n'était pas accepté auparavant était considéré comme des faits graves, des faits divers, parfois, ce qu'on disait aujourd'hui, sont devenus des faits presque entrés dans le quotidien. Historiquement, ce qui nous mobilisait, c'était la violence extraordinaire, puisque notre vie ordinaire n'en comportait que fort peu. On lisait avec beaucoup de décalage et de très loin la violence des autres. La guerre était un phénomène de violence immédiat, mais c'était la guerre. Et puis, quand on a civilisé la guerre, on a aussi civilisé la violence. Et peu à peu, on a vécu que la violence exceptionnelle qu'un journal, par exemple l'affaire Troppmann, le petit journal, a commencé à feuilletonner et à nous donner justement à manger, consommer du fait divers. Mais il était très loin, très exceptionnel, très grave. Le quotidien était calme et coulait tranquillement. On avait un petit excès de violence. Là, et je le mets d'ailleurs dans le début du livre, la litanie des violences extraordinaires est tellement répétée, tellement rapide, tellement surmultipliée qu'elle devient ordinaire. Le niveau de la violence ordinaire atteint un niveau extraordinaire permanent. Oui. Et c'est ça qui change notre relation avec ce qui n'est pas un sentiment d'insécurité, mais un climat de violence. Que certains politiciens ont pu dire. C'est pas un sentiment, c'est une réalité. Une réalité vécue parce qu'il y a des
victime. Oui. Tout le reste relève de la communication, de la surcommunication, de la manipulation, de la fake news, tout ce que vous voulez. Mais les victimes, elles relèvent de la réalité. Vous les connaissez, elles sont à l'hôpital, ce sont vos proches, vos amis. Et donc, le fait de pouvoir s'identifier à la victime, à cause du vol de téléphone portable, à cause du fait de se faire détrousser au distributeur automatique de billets, parce qu'on a essayé de vous arracher votre collier, etc. Et surtout, parce que n'importe quelle discussion sur un bout de route entre un piéton, un cycliste, un motocycliste, un automobiliste, se transforme en baston. Grave, avec De parfois plus des en plus conséquences grave. extrêmement On graves le pour voit des avec faits le totalement anodins. Le chauffeur Oui. de bus tué ici, et les violences évidemment intrafamiliales, les féminicides, bref, ce qui existait avant mais qu'on voit désormais parce qu'on commence à s'en occuper. On a aussi les problématiques de l'inceste, des agressions sexuelles. Donc on a un climat généralisé basé sur des faits, pas des sentiments. Oui, le sentiment, la population parfois qu'il n'y a pas de justice, que la justice ne passe pas, les sentiments que les victimes ne sont pas entendues, et le sentiment que les peines encourues ne sont pas prononcées, et les peines prononcées ne sont pas celles qui sont ensuite exécutées. Est-ce qu'il y a un sentiment d'impunité au fond ? Non, en fait, il y a un manque de confiance dans l'organisation du système judiciaire parce qu'en France, on juge au nom du peuple français, mais il n'y participe que très peu. Il ne participe qu'aux assises. Alors, l'essentiel de l'activité pénale aujourd'hui, c'est la correctionnelle. On correctionnalise des crimes pour que ça aille plus vite, pour trouver des solutions rapides. Et donc, évidemment, il est très difficile de savoir quelle incrimination, dans quelles conditions. On a de moins en moins de policiers qui sont en situation de gérer la masse d'activités criminelles. Et la justice n'est pas laxiste. Elle est lente, mais elle est très répressive. Comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons jamais envoyé autant de gens en prison pour des faits aussi graves et des peines aussi longues. Mais nous avons plein de dispositifs tampons alternatifs aux poursuites, alternatifs aux peines. Il faut passer à la première, non deuxième, non troisième, non cinquième, non 10e, 15e, 20e comparution pour que brutalement le système qui a essayé toutes les dispositions alternatives possibles et imaginables décide de sanctionner. Mais il n'est pas laxiste, il est lent. Oui. Est-ce qu'il y a, comme le disent certains politiciens, notamment à droite, un lien entre l'immigration et l'insécurité ? Alors, on n'en sait rien. C'est assez facile, on ne sait pas. Donc on peut raconter ce qu'on veut. Il y a un lien entre les étrangers et l'insécurité, pas les immigrés. Oui. Les immigrés, une partie d'entre eux sont français. On a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance. C'est connu, il n'y a aucun secret. Simplement, ils sont surreprésentés essentiellement parce qu'ils sont étrangers. C'est un premier élément. Et deuxièmement, à cause de la composition démographique des étrangers, puisque la plupart d'entre eux sont des jeunes hommes, et que sans vous faire des révélations exclusives, les jeunes hommes sont un peu plus agités que les vieilles dames. Si la réalité démographique française des jeunes gens nés en France, de parents français, dits de souche, qui me paraît toujours un peu inquiétant, parce que la souche est un arbre mort, on va dire de racines, est-elle la même ? C'est-à-dire que si nous produisions autant de jeunes gens, et vous avez vu qu'en termes démographiques, ce n'est pas la meilleure année pour parler de nos naissances, que ce que nous importons de l'étranger, nous aurions un taux de criminalité nationale très élevé pour des jeunes Français, et on parlerait beaucoup plus des jeunes Français que des jeunes étrangers, et évidemment des jeunes immigrés dont nous ne savons pas grand-chose dans la réalité, puisque nous ne les comptons pas et que nous ne sommes pas capables de les compter. Alors, certains le font avec les prénoms ou les noms de famille, ça n'est pas extrêmement représentatif. Il faudrait des statistiques ethniques. Mais nous avons Trajectoire et Origine qui donnent des éléments. Nous ne les utilisons pas complètement et surtout nous projetons sur les étrangers ou sur les immigrés des fascinations un peu étranges. Mais je vous donne un exemple que je donne à mes propres étudiants. Dans les années 1900, nous avions une très forte immigration polonaise, italienne, espagnole et portugaise. Les journaux qui écrivent aujourd'hui sur les Africains, les Sahéliens et les Maghrébins disaient exactement la même chose, des Polonais blonds aux yeux bleus catholiques, des Italiens bruns aux yeux bruns catholiques et des Espagnols bruns aux yeux bruns catholiques, que ce qu'on dit aujourd'hui des Maliens, des Africains, des Algériens et des Marocains. Nous disons toujours la même chose parce que nous ne savons pas traiter de la question de la réalité de la représentation démographique, jeunes hommes, et pas de la représentation originelle d'où ils viennent. D'où ils viennent n'a aucune importance. Ce qu'ils sont en termes d'âge et de genre est un élément beaucoup plus percutant et beaucoup plus parlant
que le pays dont ils viennent ou la religion qu'ils sont supposés exercer. Ou l'origine sociale, elle compte aussi, bien sûr. Alors, la délinquance dans les quartiers défavorisés, évidemment. Cette explication est assez généralement répandue. Je pense qu'elle a une part qu'il ne faut pas sous-estimer, la misère, la relégation, la ségrégation, qui peut amener à la sécession. C'est un vieux débat qu'on avait dans les années 70 sur les quartiers dont on parle. Mais en fait, chaque fois qu'on a essayé d'aller plus loin dans cette affaire, ça n'a jamais été démontré. Pire même, si vous regardez la plus grande crise économique de l'histoire avant les récentes, mais 29-39 aux États-Unis, c'est les 10 ans où la criminalité américaine violente s'est effondrée. En fait, vous aviez du vol de subsistance. Et alors là, on est dans un débat assez compliqué. C'est est-ce que le vol de subsistance, quand on n'a que ça pour vivre, est une violence insupportable et dangereuse? La réponse est non. Oui, ça c'est rare. Par exemple, en France, le vol de subsistance. Oui, mais dans les exemples que nous avons, entre le besoin, l'envie et le plaisir, il y a 3 modes opératoires. La criminologie est faite pour ça, c'est une science clinique. La criminologie, ça fonctionne comme la médecine. On fait un diagnostic, il doit être partagé, chose que nous ne faisons jamais. Un pronostic, il doit être discuté, ce que nous faisons pour l'instant. Et une thérapeutique qui a le droit d'être disputée. Et nous avons en France les meilleurs thérapeutes du monde sans diagnostic, donc on s'engueule beaucoup. Oui. Qui n'ont pas la solution au problème. Personne non, mais surtout qu'ils ne savent pas de quelle maladie on est atteint. Donc si vous avez un début d'éruption cutanée et que je vous propose de vous couper le bras et que vous n'avez fait que manger un fruit mal lavé, vous allez beaucoup m'en vouloir. Si en contrepartie, vous avez un début de cancer foudroyant et que je vous propose une camomille, vous n'allez pas m'apprécier non plus. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'un diagnostic. Parfois même, vous en demandez plusieurs pour être à peu près sûr que les 2 ou 3 médecins vont vous dire la même chose. Nous ne faisons pas ce travail. Et quand nous avons des outils pour faire ce travail, l'Observatoire national de la délinquance, etc., nous les supprimons pour des raisons comptables, comme on supprime les infirmières, les policiers, les instituteurs, bref, tout ce qui semble inutile parce que coûteux, parce qu'on considère que c'est un coût et pas un investissement, et le service public est un investissement partout. Mais donc, pourquoi, on sait par exemple toute une série de choses sur la nature des phénomènes criminels, mais savoir, ça nécessite d'agir. C'est-à-dire changer des a priori, des préjugés, des discours tout faits, des postures, des incantations en autre chose. C'est donc un travail long et compliqué. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons pris beaucoup de temps pour avancer sur la construction. On ne fait pas ça en 30 secondes sur une chaîne de pseudo de divertissement en continu qui s'appelle Information en continu. Parce qu'on n'a pas le temps. Il est difficile de faire de la pédagogie. Mais les politiques ont une responsabilité. Quand le ministre Darmanin dit « ça va mieux », ça s'améliore. C'est pas le discours que j'entends dans votre bouche, Alain Boer. C'est son service statistique qui dit ce qui est, et son service statistique est indépendant. Et d'ailleurs, je salue l'effort méritoire du ministre Darmanin d'avoir conservé une enquête nationale de victimation pour savoir ce que les gens subissent et pas seulement ce que ces services enregistrent. Donc je suis... Oui, mais ça ne baisse pas. Visiblement, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas d'abord parce que c'est pas seulement un problème de policiers. Les policiers, c'est la voiture balai de la société. Ils peuvent pas remplacer ni les familles, ni le social, ni l'éducatif, ni... Bref, tout le reste doit fonctionner ensemble. Ils ont leur part et leur place, mais ils arrivent à la fin. Ce qui arrive avant, le préventif, le dissuasif, etc., c'est un processus non policier. Enfin, en tout cas, il ne relève pas l'autorité de la société en général. En fait, le respect, comme on entend dire aujourd'hui, le respect de l'autorité, comme le dit Gabriel Attal. Mais quand la société explique elle-même que tout se négocie, que tout se discute, que tout est égal par ailleurs, que le maître et l'élève se valent, qu'ils peuvent donc se contester, qu'on a le droit, comme des consommateurs d'école ou d'éducation, de dire « ah ben non, moi je n'apprendrai pas ça » ou « je n'irai pas à la piscine » ou je ne... C'est la société qui l'a accepté. Elle l'a accepté parce que depuis une cinquantaine d'années, elle a admis l'idée que la transmission n'était pas un processus de diffusion du savoir, mais de négociation de la connaissance. Quand vous passez de l'instruction publique à l'éducation nationale, vous ne faites pas la même chose. Et donc, tout cela... policiers, instituteurs, familles, etc., devraient se retrouver dans un processus qui est comment on fait pour vivre en société. Le fameux « vivre ensemble » ne peut pas se limiter à une proclamation pour bisounours heureux, expliquant qu'en fait, on n'a plus besoin de rien. Or, dans les années 80-90, processus qui a commencé dans les années 70, tout a été négociable. Tout. Et nous avons tout supprimé. Les frontières, d'abord, et nous avons considéré qu'il n'y aurait plus d'amis, plus d'ennemis, plus d'agresseurs. Non, il n'y aurait plus que des clients et des touristes.
et des consommateurs. Les citoyens ne sont pas limités à leur rôle de consommation. Les citoyens, c'est un emplacement particulier où il y a des droits et des devoirs dans une construction commune où on contrôle un processus social qui s'appelle faire société. Ça s'appelle la civilisation et dans civilisation, il y a civilité. Or, aujourd'hui, le processus, il est que plus rien ne s'impose, plus rien n'est naturel, tout est discutable. Tout est discutable. Nous l'avons créé, ça s'appelle la French Theory. Nous avons fait partie de ce processus de remise en cause de la réalité qui s'appelle, pour eux, une construction. Donc nous avons face à nous des déconstructeurs. J'ai pas vu beaucoup de choses qui apparaissaient après une déconstruction. En général, on a des décombres, des ruines ou un terrain vague. Oui, alors le discours de Gabriel Attal devant l'Assemblée nationale, pour son discours de politique générale, qui parle de blues à l'école, et puis qui dit tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Au fond, ça y est, il y a une prise de conscience de quelque chose. Mais est-ce que c'est cette incantation, est-ce que c'est ces bisounours, il faut remplir le vide après la parole. Mais déjà avoir la parole est un bon début. Voilà, je parle d'un commandement. Le précédent livre parlait de la guerre et commençait aussi comme une inspiration venue de ce qui a fait le corpus commun qui nous a permis de créer notre civilisation. Donc, c'est des mots ce que fait Gabriel Attal. Mais on commence par les mots. Oui. Et après, on construit quelque chose. Moi, je préfère construire une civilisation parce que la question de l'Église me paraît assez secondaire d'un point de vue personnel. Mais je respecte beaucoup les croyants, mais qui s'occupent de leurs affaires et qu'ils ne me les imposent pas. Mais en contrepartie, pour construire une civilisation, il faut un architecte, il faut des fondations, une construction et des finitions. On ne commence pas par les finitions. Oui. Tu ne tueras point. Vous parliez de religion à l'instant. Au fond, la perte de valeur, au fond peut-être des croyances aussi quelque part. Les réseaux sociaux qui dominent, Internet, le téléphone portable. Il y a une forme de vide qui est compensée peut-être par la violence. Alors c'est plutôt qu'il n'y a pas d'accompagnement de l'image. C'est-à-dire que Dominique Volton, il y a quelques années, expliquait dans, je crois, La Fédulogie, qu'il y avait deux manières de voir la télévision à la maison. La première, c'est laisser ses enfants et la télévision les éduquer. C'était un désastre. La deuxième, c'était accompagner ses enfants devant la télévision pour les éduquer. Et c'était une réussite. En fait, nous avons sous-traité tout. L'État a sous-traité le service public à tous les opérateurs financiers du monde qui ont un mécanisme normal, l'argent, parce que c'est pour ça qu'ils sont là. Et nous avons sous-traité à nos enfants, sur les téléphones portables, sur les téléviseurs, sur les écrans de toute nature et sur les réseaux sociaux, un espace vide. C'est comme si on disait « Ah, il y a des véhicules, mais surtout pas de code de la route parce que ça restreindrait nos libertés. Personne n'arriverait vivant à destination, ni les cyclistes, ni les piétons, ni les autres véhicules. Pourquoi on a créé le code de la route ? Pour permettre la sécurité et la liberté de circulation. On n'a pas de shérif du Far West Internet. On n'a pas d'identité numérique. Parce qu'à tout moment, les plus grands libertaires du système ont considéré qu'il ne fallait surtout ni réguler, ni légiférer. Or, je le rappelle depuis toujours, c'est la loi qui libère et la liberté qui opprime. Même y compris, alors pas seulement sur les réseaux sociaux, mais globalement dans la rue, il faudra moins de liberté pour plus de sécurité demain. Non, il faudra composer liberté et sécurité. C'est un feu rouge, c'est un feu rouge, un passage piéton, c'est un passage piéton, une ceinture de sécurité, c'est une ceinture de sécurité, une régulation de vitesse, c'est une régulation de vitesse. Et c'est valable autant pour les cyclistes qui ne respectent plus grand-chose dans leur libéralisation absolue ou que pour les trottinettes sur les trottoirs, où chacun sait qu'il va falloir réguler la trottinette sur le trottoir jusqu'au moment où, à force d'accidents et d'opinions qui s'énervent, tout d'un coup, la ville, quelle qu'elle soit, Paris en particulier, mais ce n'est pas seulement, découvre qu'on aurait pu le faire dès le début. Oui. On entendait, je me souviens, Jacques Chirac, je crois qu'il disait la première des libertés, c'est la sécurité. Je crois que alors, c'est pas la première des libertés, mais elle fait partie des libertés. La sûreté fait partie des libertés. La résistance à l'oppression aussi. Ça marche. On ne peut pas juste morceler la Constitution et la Déclaration des droits. Mais dans la Déclaration des droits, on dit pour nous protéger, il faut mettre en place une force publique sous le contrôle des citoyens. Oui.
et donc une force publique, le contrôle des citoyens, des libertés qui s'arrêtent là où commence celle des autres, une régulation, un processus démocratique, un contrôle citoyen de l'activité des forces de l'ordre, c'est le début de la reconquête d'une liberté qui est celle de ne pas être agressé. Merci Alain Bauer, c'est absolument passionnant. Tu ne tueras point, publié chez Fayard. Lisez ça, c'est vraiment incroyable, c'est très documenté, beaucoup d'exemples, parfois tragiques d'ailleurs, terribles dans l'actualité récente, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.